Pendant 40 ans, mes enfants ont été mon monde entier. Je leur ai donné mon temps, mes économies, mon âme. Mais en vieillissant, je suis devenue invisible. Une voix au téléphone à laquelle ils étaient toujours trop occupés pour répondre. Je devais connaître la vérité. Dans une vraie crise, se précipiterait-il à mes côtés? Ou serais-je laissé seul face à l'obscurité? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Alors, j'ai fait l'impensable. J'ai payé un inconnu pour cambrioler ma maison, juste pour voir lequel de mes enfants viendrait me sauver. Il y a un silence particulier qui habite une maison autrefois pleine de bruit. Il n'est pas paisible. Il est lourd. C'est un rappel constant des rires qui résonnaient autrefois dans les couloirs, du bruit des petits pieds courant dans l'escalier, de l'odeur du café de mon défunt mari, Robert, en train d'infuser dans la cuisine. Depuis 5 ans, depuis le décès de Robert, je suis la seule gardienne de ce silence. Cette maison, celle dans laquelle nous avons investi nos économies de toute une vie et nos rêves de jeunesse, est devenue un musée de souvenirs. Et j'en suis la curatrice solitaire, parcourant des pièces où les fantômes du passé sont plus présents que la famille que j'ai ici et maintenant. Chaque matin, je me réveille et le silence est la première chose à me saluer. C'est un compagnon loyal, il faut le reconnaître. Plus loyal, semble-t-il, que les gens pour qui j'ai bâti cette maison. Robert et moi avons toujours dit que cette maison n'était pas pour nous. Elle était pour eux. Pour Marc et pour Chloé. Elle était censée être leur ancre, leur port sûr, l'endroit où ils pourraient toujours revenir, peu importe jusqu'où la vie les mènerait. Nous imaginions des décennies de dîners de famille, de petits-enfants renversant de la glace sur ce tapis, d'une maison qui grandissait avec la famille. Et pendant un temps, ce fut exactement cela. Mais lentement, imperceptiblement d'abord, les visites sont devenues plus courtes. Les appels téléphoniques sont devenus plus sporadiques. Les grands dîners de famille se sont transformés en passages pressés. Je me disais que c'était normal. La vie est remplie. Carrière, mariage, leurs propres enfants. Je comprenais, vraiment. Je leur trouvais des excuses, à moi-même, à mes amis, convainquant tout le monde, et surtout moi, que leur amour était juste. En train de mûrir. Changeait de forme. C'était un mensonge confortable, et pendant un temps, cela a suffi à tenir à distance le poids écrasant du silence. Mon 72e anniversaire a été la première fissure dans la façade de ce mensonge. Je n'attendais pas de fête. Je ne suis pas du genre à faire de grands gestes. Mais un appel. Un simple appel. C'est tout ce que j'espérais. J'ai passé la journée à ranger, j'ai même préparé un petit gâteau au citron, le préféré de Robert, me disant que c'était une tradition idiote que je gardais pour lui. Mais en réalité, je le gardais pour eux. Je me suis assise près du téléphone, lisant un livre, faisant semblant de ne pas attendre. À l'heure du dîner, le silence dans la maison était assourdissant. J'ai mangé une part de gâteau seule à la grande table à manger, la bougie vacillante projetant de longues ombres sur les 10 chaises vides autour de moi. L'appel de Marc est arrivé l'après-midi suivant. Maman. Tellement désolée, hier c'était la folie. On a eu cette énorme fusion, j'étais en réunion jusqu'à minuit. Bon anniversaire en retard. J'entendais le cliquetis de son clavier en arrière-plan. J'ai souri avec ma voix, lui disant que ce n'était pas grave, que je comprenais parfaitement. Mais mon cœur pesait une tonne dans ma poitrine. Je n'avais pas été une priorité. J'avais été un élément sur une liste de choses à faire qu'il avait oublié de cocher. Un mois plus tard, Chloé m'a montré sa propre version de la nouvelle forme de l'amour. J'avais un rendez-vous chez le médecin, un suivi pour une alerte de palpitation cardiaque que j'avais eue. J'ai essayé de minimiser, mais j'étais nerveuse, et elle le savait. Elle avait insisté pour m'y accompagner. Ne sois pas ridicule, maman, bien sûr que j'irai avec toi. Je passerai te chercher à 10 heures. Ce matin-là, j'étais prête 1 heure à l'avance, mon sac sur les genoux, mes mains tremblant légèrement. À 9h45, mon téléphone a sonné. Maman, tu ne vas pas croire ça? La voix de Chloé était agitée par le stress. Hugo vient de vomir partout dans la cuisine et il a de la fièvre. Il est impossible que je le laisse. Ça va si tu prends juste un taxi, n'est-ce pas? Appelle-moi dès que tu sors. L'excuse était parfaite. Elle était imparable. Un petit enfant malade, quelle mère pourrait s'y opposer? Alors je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, de prendre soin de mon petit-fils, et que je m'en sortirais. J'ai été assistante sociale pendant 30 ans, j'ai vu toutes les crises imaginables.
Pourtant, assise seule à l'arrière de ce taxi, j'ai ressenti une angoisse froide et familière. Je n'étais pas une mère ayant besoin de soutien. J'étais un problème logistique qui avait été résolu, heureusement pour elle, par un enfant malade. Le fait est que mon amour pour eux n'avait jamais été seulement émotionnel. Il était tangible. Lorsque l'assurance vie de Robert a été versée, je ne l'ai pas investi pour mon propre avenir. Je l'ai partagé. J'ai donné à Marc et à Chloé l'apport nécessaire pour leurs belles et grandes maisons. C'était une somme d'argent qui changeait la vie, le genre de cadeau qui aurait dû être une pierre angulaire de notre relation. Je me souviens du jour où j'ai transféré les fonds. Marc a appelé, extatique. Maman, tu nous sauves la vie. On va enfin pouvoir avoir la maison avec un grand jardin. Chloé a envoyé une rafale d'émojis cœur et une photo de sa famille tenant une pancarte Merci mamie. Mais en l'espace d'une semaine, la conversation a changé. Marc parlait de la taxe foncière. Chloé était stressée par le choix des plans de travail de cuisine. Mon grand geste, mon sacrifice de ma propre sécurité financière, avait été absorbé dans leur vie et converti en leur nouvelle série d'angoisses de la classe moyenne. Je me demande souvent, assise ici dans le silence, si c'est moi qui ai tort. Peut-être que le problème, c'est moi. Suis-je une vieille femme, accrochée à une version dépassée de la famille? Est-ce que j'attends trop dans un monde qui va si vite? Ce sont les questions qui me hantent au plus profond de la nuit. Je leur ai donné des racines, dans cette maison même, et je leur ai donné des ailes, avec l'argent pour construire leur propre nid. Et maintenant, ils se sont envolés si loin qu'ils ne peuvent plus voir la femme qui se tient toujours au sol, les regardant disparaître dans les nuages. Mon rôle dans leur vie, j'ai commencé à le réaliser, avait été redéfini. Je n'étais plus la matriarche. J'étais la gardienne de la maison familiale, un substitut vivant pour leur héritage. La douleur de cette réalisation était vive. C'était une trahison qui ne venait pas d'un seul acte de méchanceté, mais de 1000 petites blessures d'indifférence. Chaque appel manqué, chaque plan annulé, chaque conversation où ils semblaient écouter mais attendaient en fait leur tour pour parler de leur propre vie stressante. C'était une érosion lente et insidieuse de mon propre sentiment d'identité. Je n'étais plus Brigitte. J'étais maman. J'étais mamie. J'étais une ressource. Une commodité. Et l'amour que je ressentais pour eux, si vaste et inconditionnel, m'était renvoyé en doses soigneusement mesurées et pratiques. Une tempête grondait en moi, une tempête silencieuse et désespérée de blessures et de désillusions. J'ai cru, pendant ces semaines solitaires après mon anniversaire, avoir ressenti les véritables profondeurs de la solitude dans cette maison silencieuse. Je croyais avoir compris les nouvelles conditions de l'affection de ma famille. Mais je me trompais. L'univers, semblait-il, avait encore une leçon à me donner, une leçon qui viendrait avec la furie d'une tempête d'automne et le froid glacial d'une cave inondée. Et cette leçon serait celle qui allait enfin tout changer. La tempête est arrivée juste après la tombée de la nuit, comme si la tourmente de mon cœur l'avait invoquée du ciel. Ce n'était pas une pluie douce. C'était une averse violente et colérique. La vieille maison gémissait sous l'assaut du vent, et à chaque coup de tonnerre, je sentais ma propre solitude résonner dans mes os. Je me suis préparé une tasse de thé, la tasse chaude un petit réconfort dans mes mains froides, et je me suis assise dans le salon, regardant les branches du vieux chêne dans le jardin se débattre contre le ciel sombre. Dans des moments comme ça, Robert aurait été là, une présence stable, faisant une blague sur la météo, vérifiant les fenêtres, me faisant me sentir en sécurité. Maintenant, chaque craquement de la maison, chaque tremblement du vent, était un rappel de ma véritable solitude. C'était une vulnérabilité que j'essayais d'ignorer depuis des années, mais la tempête me forçait à l'affronter. Il était juste après 10 heures quand je l'ai entendu. Un bruit sourd, étrange et rythmé, venant de sous mes pieds. Il était faible au début, presque perdu dans le bruit de la tempête, mais il était persistant. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai coupé le son de la télévision, et le bruit est devenu plus clair. Un bruit lourd et gargouillant, suivi d'un clapotis. Cela venait de la cave. Je ne suis pas une femme craintive, mais l'idée de descendre dans cet espace sombre et humide pendant une tempête déchaînée m'a envoyé un frisson de vraie peur. J'ai attrapé la grosse lampe de poche dans le tiroir de la cuisine, son faisceau traçant un chemin nerveux à travers les ombres, et j'ai ouvert la porte de la cave. L'air qui est monté pour me rencontrer était froid et sentait la terre humide et quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'allait pas.
Prenant une profonde inspiration, je suis descendu les marches en bois, chacune craquant sous mon poids. Le faisceau de ma lampe de poche dansait sur le sol en béton, et puis je l'ai vu. Le sol était recouvert d'une nappe d'eau sombre et chatoyante, et elle montait. Dans le coin le plus éloigné, un tuyau épais, l'une des conduites d'eau principales, présentait une fissure déchiquetée, et à chaque battement de mon cœur, il semblait cracher un nouveau jet d'eau sur le sol. La panique, froide et vive, m'a saisi. Ce n'était pas une petite fuite. C'était une inondation. Mon esprit s'est emballé, rempli d'images de meubles abîmés, de boîtes inestimables de vieilles lettres de Robert, toute une vie de souvenirs stockés là en bas, tout étant submergé par l'eau sale. Ma première pensée, instinctive, n'a pas été quoi faire, mais qui appeler. Mon fils. Marc saurait quoi faire. Mes mains tremblaient en composant son numéro. Ça a sonné une fois, 2 fois, 3 fois, puis est tombé sur sa messagerie vocale polie et professionnelle. Marc, chérie, c'est maman, ai-je dit, la voix tremblante, essayant de ne pas laisser la panique déborder. Quelque chose s'est passé. Un tuyau a éclaté dans la cave, il y a de l'eau partout. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai raccroché, la poitrine serrée par l'angoisse, et j'ai attendu. 1 minute a passé. Puis 2. Mon téléphone a vibré dans ma main, et le nom de Marc a clignoté sur l'écran. Un soulagement m'a envahi, si puissant qu'il m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas un appel. C'était un message texte. 5 mots froids sur un écran blanc stérile. Énorme réunion, maman. Peut pas parler? Appelle juste un plombier. J'ai fixé le message, la lumière bleue du téléphone éclairant mon visage dans l'obscurité. Une réunion. À 10 heures du soir pendant une tempête biblique. C'était un mensonge, et même pas un bon. C'était un renvoi. Ravalant le nœud dans ma gorge, j'ai appelé mon dernier espoir. Ma fille. Chloé a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix déjà teintée de fatigue. Maman? Tout va bien? J'ai expliqué la situation, les mots sortant de moi en cascade. J'ai entendu son soupir à l'autre bout du fil, un son long et las qui en disait long. Oh, maman, c'est horrible, a-t-elle dit, mais son ton manquait de toute urgence réelle. Je ne peux absolument pas partir maintenant, les enfants dorment et la tempête est juste terrible. Honnêtement, je ne pourrais rien faire de toute façon. Appelle juste un plombier d'urgence. Trouve en un sur Google, ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je t'aiderai avec la facture si c'est cher, ne t'inquiète pas. Et voilà. La transaction. L'offre d'argent en substitut aux soins, à la présence. Elle n'était pas sa mère en crise. Elle était un problème gênant qui pouvait être résolu avec une carte de crédit. Alors je l'ai fait moi-même. J'ai trouvé un plombier 24 heures sur 24, mes doigts défilant sur mon téléphone pendant que mes chevilles s'humidifiaient avec l'eau qui montait. L'homme qui a répondu m'a annoncé un prix qui m'a fait tourner la tête, un supplément d'urgence qui ressemblait à de l'extorsion. Mais quel choix avais-je? J'ai accepté. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai attendu. J'étais prisonnière dans ma propre maison, regardant les eaux de crue s'approcher des boîtes de ma vie, mon cœur battant la chamade avec un mélange de peur et une colère nouvelle et glaciale. Quand le plombier est enfin arrivé, un jeune homme ruisselant de pluie et sentant l'épuisement, j'ai ressenti une vague de gratitude si intense qu'elle était gênante. C'était un étranger, et pourtant c'était la seule personne au monde qui était venue m'aider. Je l'ai regardé travailler, cet étranger, avec ses clés à molette et son efficacité calme, et le sentiment d'isolement que j'ai ressenti était plus profond que n'importe quel silence. Il est parti après 2 heures du matin, laissant derrière lui un léger goutte à goutte là où il y avait eu une inondation, et une facture que j'ai payée sans sourciller de mes économies. Je me suis assise à ma table de cuisine, enveloppée dans une couverture mais frissonnant d'un froid qui n'avait rien à voir avec la température. C'était le froid de la clarté absolue. L'eau dans la cave s'était retirée, mais le flot de la vérité avait emporté les dernières de mes illusions. Je me suis sentie complètement, absolument seule. Assise là dans l'obscurité, je me suis demandé combien d'autres personnes étaient dehors, dans leur maison silencieuse, se sentant tout aussi invisibles. Si cette histoire touche une partie de ton cœur, prends un instant pour cliquer sur s'abonner, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu écoutes. C'est un réconfort, étrangement,
De savoir que tu n'es pas le seul à écouter dans l'obscurité. C'est dans ce moment d'honnêteté crue et brutale que l'idée est née. Elle n'est pas arrivée comme un murmure, mais comme une pensée entièrement formée, terrifiante. Mes enfants avaient échoué à un petit test de la vie réelle. Leur réponse, ou plutôt leur absence, m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mais il était trop facile pour eux de trouver des excuses. Une réunion. Un enfant malade. Les excuses étaient suffisamment plausibles pour maintenir leur propre image de bons enfants. Ce dont j'avais besoin, c'était quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Quelque chose qui les forcerait à agir et révélerait leur vrai cœur, sans le refuge d'une excuse facile. J'avais besoin d'un test plus grand. Une crise si indéniable qu'elle exigerait une réponse réelle, humaine. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, une idée terrible et folle qu'une femme sensée n'aurait jamais envisagée. Mais assise là, trahie non pas par un tuyau éclaté, mais par mon propre sang, j'ai réalisé que je n'étais plus intéressée par la raison. J'étais intéressée par la vérité. Et je l'obtiendrai, quel qu'en soit le prix. Le soleil s'est levé le lendemain matin sur un monde qui semblait entièrement différent. La tempête était passée, laissant derrière elle un ciel propre et lavé par la pluie, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était lourde de mon nouveau but inébranlable. L'humidité persistante de la cave était un rappel physique des événements de la nuit, un témoignage de mon abandon. La tristesse avait été emportée par les eaux de crue, et à sa place se trouvait une fondation froide et dure de clarté. Mes enfants m'aimaient quand c'était pratique. Ils se souciaient quand ça ne leur coûtait rien. Les excuses qu'ils offraient n'étaient pas pour mon bénéfice, mais pour le leur permettant de maintenir la fiction qu'ils étaient de bons enfants, dévoués. Je voyais tout maintenant. Et je savais, avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os, que je ne pouvais plus vivre dans cette fiction. J'avais besoin de la vérité, brute et indéniable. Mon esprit s'est tourné vers Léo. C'était le fils de ma plus chère amie, Éléonore, que j'avais perdu à cause du cancer 3 ans auparavant. Léo était un bon garçon, un acteur de théâtre en difficulté avec un cœur en or et des yeux comme ceux de sa mère. Il avait 35 ans, plein de rêves mais à court d'argent, et il m'avait toujours traité avec une chaleur et un respect qui semblaient dater d'une époque révolue. Il m'appelait tante Brigitte. Après le décès d'Éléonore, je lui avais fait promettre de m'appeler s'il avait vraiment besoin de quelque chose. Je n'avais jamais imaginé que ce serait moi qui l'appellerais, lui demandant de prendre part à une folie née du cœur brisé d'une mère. Prendre le téléphone a semblé franchir une ligne, faire un pas dans le vide vers un avenir que je ne pouvais pas prédire. Mais ma main était ferme quand j'ai composé son numéro. Sa voix était exactement comme je me souvenais, chaleureuse et pleine de vie. Je ne lui ai pas parlé de mon plan au téléphone. Je lui ai juste demandé s'il avait le temps pour un café. J'avais besoin de voir son visage. J'avais besoin de voir si la gentillesse d'Éléonore vivait toujours dans ses yeux. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café tranquille du centre-ville. Il était inquiet, je le voyais. Il pensait probablement que j'allais lui annoncer que ma santé déclinait ou que je vendais la maison. Il n'aurait jamais pu imaginer la vérité. Après avoir échangé des banalités, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout exposé. Je lui ai parlé de la solitude, de l'anniversaire manqué, du rendez-vous chez le médecin, du tuyau éclaté. J'ai parlé calmement, sans larmes ni crise, exposant les faits de mon abandon émotionnel comme un avocat présentant une affaire. Puis, je lui ai dit mon plan. Je voulais l'engager, en tant qu'acteur, pour interpréter son rôle le plus difficile à ce jour, un cambrioleur. Je voulais qu'il simule un cambriolage chez moi. Léo m'a regardé fixement, sa tasse de café figée à mi-chemin de ses lèvres. Tante Brigitte, a-t-il murmuré, la voix pleine d'incrédulité. Tante Brigitte, vous allez bien? C'est insensé. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Il a cru que j'avais perdu la tête, et un instant, voyant son choc sincère, je me suis demandé s'il avait raison. Mais le regard dans ses yeux était celui de l'inquiétude, pas du jugement. J'ai su alors que j'avais choisi la bonne personne. Je me suis penchée en avant, la voix basse et ferme. Léo, je suis plus saine d'esprit maintenant que je ne l'ai été depuis des années, lui ai-je dit. Je me noie, non pas dans l'eau, mais dans l'indifférence polie et souriante de mes propres enfants. J'ai besoin de savoir, pour mon âme, s'il daignerait même me jeter une corde. Il ne s'agit pas d'argent ou de choses. Il s'agit de vérité.
J'ai expliqué que je ne lui demanderais jamais rien de vraiment dangereux ou illégal dans l'esprit. C'était une performance. Je le paierais pour son temps, assez pour couvrir son loyer pendant 6 mois. Je faisais appel non seulement à son besoin financier, mais à son âme d'acteur et à sa loyauté envers la mémoire de sa mère. J'ai vu le conflit sur son visage, la bataille entre la pensée rationnelle et sa compassion pour la femme que sa mère avait aimée comme une sœur. Après un long silence, il a finalement hoché la tête, un accord triste et réticent. Si vous êtes sûre que c'est ce dont vous avez besoin, tante Brigitte, a-t-il dit doucement. Je le ferai. La semaine suivante a été un flou de planification méticuleuse. Nous étions des co-conspirateurs, metteurs en scène et acteurs, élaborant une pièce de théâtre en un acte de terreur. Nous avons décidé d'un mardi soir, un jour sans signification particulière. Il utiliserait la double des clés que je gardais cachées sous une pierre branlante dans le jardin, donc il n'y aurait pas de réelle effraction. Ses instructions étaient précises, entrer par la porte arrière à 22h15. Il devait porter un sweat à capuche sombre et quelconque et des gants. Il devait marcher directement dans le salon et renverser un lampadaire spécifique et laid que mon fils Marc avait toujours détesté. Le bruit serait assez fort pour que je puisse l'entendre depuis ma chambre. Il ne devait rien toucher ni prendre d'autre. Mes bijoux seraient enfermés, mon sac caché. Moi, à mon tour, je serais dans ma chambre. J'attendrais 30 secondes après avoir entendu le bruit, puis j'appuierais sur le bouton d'alarme silencieux de mon clavier d'alarme près du lit. À partir de là, les autorités et mes enfants seraient avertis. Notre dernier point de planification fut l'installation d'une petite caméra anodine, déguisée en chargeur de téléphone dans le salon, qui transmettrait un flux vidéo en direct sur ma tablette. C'était mon œil secret sur la scène que nous avions préparée. La nuit de la performance, la maison était plus silencieuse que jamais. Il n'y avait pas de tempête, juste un silence lourd et plein d'attente. J'ai suivi ma routine du soir en mode automatique, me lavant le visage, me brossant les dents, mon reflet dans le miroir montrant une femme que je reconnaissais à peine. Ses yeux brillaient d'une résolution terrifiante. Mon cœur tambourinait frénétiquement contre mes côtes. Étais-je un génie ou une folle? Une mère désespérée ou un monstre manipulateur? Il était trop tard pour ces questions maintenant. À 10h, je suis allée dans ma chambre, j'ai éteint les lumières, et je me suis glissée dans le dressing, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Je me suis assise sur un petit tabouret dans l'obscurité, ma tablette serrée dans mes mains tremblantes, son écran montrant un salon vide et silencieux. À exactement 22h15, je l'ai entendu. Le faible clic métallique de la porte arrière s'ouvrant, suivi du bruit doux des pas sur le carrelage de la cuisine. Mon souffle s'est coupé. Il était là. Léo était dans la maison. Un instant plus tard, j'ai entendu le bruit fort et définitif du lampadaire tombant sur le parquet, exactement comme nous l'avions répété. C'était un son qui a brisé le silence et m'a envoyé une décharge d'adrénaline pure dans les veines. C'était ça. C'était réel. J'ai compté jusqu'à 30, mes lèvres bougeant silencieusement dans l'obscurité. 10, 20, 30. Avec une dernière inspiration tremblante, j'ai tendu le doigt et appuyé sur le petit bouton rouge du clavier d'alarme. Une petite lumière a confirmé que le signal avait été envoyé. Le piège était tendu. L'appât était ma propre vie, ou du moins, c'est ce que mes enfants croiraient. J'ai ramené mes genoux à ma poitrine, me cachant plus profondément dans l'ombre de mon dressing, la lueur froide de la tablette éclairant mon visage. Maintenant, il n'y avait plus rien à faire. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre dans l'obscurité et voir lequel de mes enfants, s'il y en avait un, viendrait me sauver du monstre que j'avais payé pour créer. Le temps s'étire dans l'obscurité. Dans l'espace entre une action et sa conséquence, toute une vie peut exister. Chaque seconde passée dans ce dressing a semblé une heure. Mon propre rythme cardiaque était un tambour assourdissant dans mes oreilles. Une partie de moi, une partie idiote et obstinément pleine d'espoir, priait pour que mon plan échoue. Je priais pour le bruit des pneus crissant dans l'allée, pour un appel frénétique et paniqué de Marc ou Chloé, pour n'importe quel signe qui prouverait que mes terribles soupçons étaient faux. Je voulais être une folle. Je voulais être une vieille femme paranoïaque qui avait imaginé le pire. Avoir tort était mon désir le plus profond et le plus désespéré. Léo, sa part dans la pièce étant terminée, s'était éclipsé par la porte arrière quelques instants après le faux bruit des fractions. J'étais vraiment seule maintenant. Une araignée attendant au centre d'une toile que j'avais tissée moi-même,
sur le point de découvrir ce que j'avais attrapé. Mon téléphone, serré dans ma main et mis en mode silencieux, s'est soudainement allumé. L'écran affichait un numéro que je connaissais bien, Alpha Sécurité ou une entreprise de sécurité française comme Securita ou juste l'entreprise de sécurité. La première étape du protocole. J'ai regardé l'écran briller, mon pouce hésitant au-dessus du bouton ignorer. Conformément à mon plan, j'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. L'entreprise de sécurité allait maintenant passer à la liste des contacts d'urgence. Mes enfants étaient les suivants. Ma gorge s'est asséchée. Mon expérience méticuleusement conçue était désormais entièrement en marche, et une vague terrifiante de nausées m'a envahi. Ce n'était plus un exercice théorique. Dans les prochaines minutes, le fondement même de ma vie, la croyance centrale que j'étais aimée par les deux personnes que j'avais mises au monde, serait soit validée, soit complètement démolie. Un instant plus tard, l'écran s'est rallumé. Le nom affiché m'a fait bondir le cœur. Chloé. Un éclair d'espoir pur et non altéré m'a traversé. Elle m'appelle. Elle a reçu l'alerte et elle m'appelle immédiatement. Peut-être que je me trompais sur tout. Peut-être que son amour était féroce et protecteur après tout. Mes mains tremblaient, et j'ai laissé l'appel sonner, le laissant passer sur la messagerie comme je l'avais prévu, bien que chaque fibre de mon être criait de répondre et d'entendre sa voix inquiète. Au moment où la sonnerie s'est arrêtée, une notification est apparue, nouveau message vocal. Avec un doigt tremblant, j'ai navigué jusqu'au message et j'ai pressé le téléphone si fort contre mon oreille que le plastique a craqué. La voix de Chloé a rempli le silence, et l'espoir en moi s'est brisé comme du verre fin. Il n'y avait aucune panique dans sa voix. Seulement un lourd soupir, empreint d'agacement. « Maman » a-t-elle commencé, et le ton seul était un coup de poignard. L'entreprise d'alarme vient de m'appeler. Je te jure, il faut faire plus attention avec ce truc. C'est probablement encore une fausse alerte, tu sais comment tu es. Je leur ai dit d'envoyer juste la police, j'essaie de faire dormir Hugo et il s'est enfin calmé. Elle a fait une pause, et pendant une seconde, j'ai cru entendre une lueur d'inquiétude, mais ce qui a suivi était pire. Rappelle-moi pour que je sache que tu vas bien, mais honnêtement, essaie de ne plus la déclencher. Ça me fait vraiment peur à mourir. Le mensonge était si flagrant, si égoïste. Ce n'était pas la peur pour moi qu'elle exprimait. C'était de l'agacement envers moi. J'étais une gêne qui avait perturbé sa routine du soir. J'étais un appareil défectueux qui devait cesser de mal fonctionner. J'ai réécouté le message 2 fois, les mots résonnant dans le petit espace sombre, chaque syllabe une nouvelle blessure. Le sentiment de vide dans ma poitrine était si vaste que j'ai cru m'y effondrer. Avant même de pouvoir absorber pleinement la cruauté désinvolte du message de Chloé, mon téléphone s'est allumé une 3e fois. Marc. Il n'y avait plus d'espoir maintenant, seulement une curiosité sombre et morbide. J'ai regardé l'écran briller, ne ressentant rien d'autre qu'un profond sentiment de faim. J'ai laissé passer sur la messagerie. J'ai attendu la notification. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Marc était exactement ce à quoi je devais m'attendre, concise, efficace, complètement détachée. Maman, j'ai reçu un appel pour l'alarme. Je suis à environ 40 minutes, donc ça ne sert à rien que je passe maintenant. La police est en route, ils vont s'en occuper. Dis-moi ce qu'ils disent. Assure-toi que les portes sont fermées à clé. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé si j'avais peur. Il a évalué un problème, confirmé qu'une solution était en cours, et délégué la responsabilité. C'était une transaction commerciale. Ma terreur, mon danger potentiel, était une ligne dans l'ordre du jour de sa soirée, désormais efficacement sous-traitée aux autorités compétentes. Il n'y avait pas d'émotion. Aucune préoccupation. Juste de la logistique. J'ai baissé le téléphone, les 2 messages vocaux rendant un verdict plus définitif qu'un coup de marteau de juge. L'amour que j'avais nourri pendant plus de 40 ans m'était renvoyé sous forme d'un soupir agacé et d'un rapport de statut. Dans mon moment de plus grand besoin simulé, mes enfants n'avaient rien fait. Ils m'avaient laissée pour morte. La douleur de cette réalisation était physique. C'était une pression dans ma poitrine si intense que je ne pouvais plus respirer. C'était le poids écrasant d'une vie entière d'auto-tromperie. Mais assise là, cherchant mon souffle dans l'obscurité, les larmes que j'attendais ne sont pas venues. Au lieu de cela, la douleur a commencé à se refroidir. Elle a commencé à durcir. Elle s'est transformée, molécule par molécule, d'un chagrin fragile et angoissant en une clarté froide, dure comme le diamant.
La mascarade était terminée. J'étais seule. Et en cela, il y avait une étrange et terrifiante liberté. Je me demande combien de personnes ont vécu un moment comme celui-ci, un moment unique et dévastateur où la vérité devient si claire qu'elle change tout le paysage de votre vie. Si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà eu un moment qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Il y a une force à savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos moments d'éveil. Au loin, j'ai entendu les premiers gémissements faibles des sirènes de police. Elles se rapprochaient. Des étrangers, payés par mes impôts, se précipitaient à mes côtés, tandis que mes propres enfants dormaient paisiblement dans leur lit. L'ironie était si amère qu'elle m'a presque fait rire. Je savais que je devais me lever, descendre et jouer le rôle que j'avais créé pour moi-même, la victime terrifiée et âgée d'un cambriolage. C'était ma performance finale pour un public qui n'avait plus d'importance. En me redressant sur mes jambes tremblantes, je n'étais plus la même femme qui était entrée dans ce dressing il y a 1 heure. La mère pleine d'espoir avait disparu. La victime en larmes avait disparu. La femme qui se tenait là maintenant était une stratège, son esprit déjà en effervescence, dépassant la douleur pour entrer dans le domaine froid et clair de l'action. J'ai lissé ma chemise de nuit, arrangeant mon visage en un masque de peur convaincante pour les policiers qui allaient bientôt frapper à ma porte. Ils chercheraient un cambrioleur ordinaire qui avait volé des biens matériels. Ils n'avaient aucune idée que les vrais voleurs étaient mes propres enfants. Ils n'avaient pas volé mon argenterie ou ma télévision. Ils avaient volé ma foi. Ils avaient volé mon avenir. Et en sortant de l'obscurité du dressing pour entrer dans la faible lumière du couloir, j'ai fait un vœu silencieux. Je le récupérerai. Et je commencerai par tout le reste. Au cours de mes 30 années en tant qu'assistante sociale, j'ai appris que les gens vous montrent la vérité de qui ils sont en cas de crise. Mais j'ai aussi appris à jouer. J'avais calmé des parents frénétiques, rassuré des enfants effrayés, et absorbé la rage d'hommes brisés. Je savais projeter l'émotion requise par une situation. En ouvrant la porte aux 2 policiers, j'ai convoqué le fantôme de la femme que j'étais autrefois, effrayée, vulnérable et âgée. J'ai laissé mes mains trembler, juste un peu. J'ai permis à un trémolo d'entrer dans ma voix en racontant l'histoire fictive. Les bruits, les ombres, la peur. Je leur ai donné une description vague d'un homme grand aux vêtements sombres, un fantôme que j'avais inventé avec Léo. Ils ont été gentils, patients et respectueux, m'appelant madame et me tapotant le bras de manière rassurante. La douce compassion de ces 2 jeunes étrangers était si profonde, si radicalement différente du mépris froid de mes propres enfants, que ma performance de vieille femme au cœur brisé a failli devenir réelle. Ils sont partis après environ 1 heure, me laissant un numéro de dossier et une brochure sur la sécurité à domicile. En fermant à clé la porte d'entrée et en éteignant la lumière du porche, le masque de la victime est tombé. La maison était à nouveau silencieuse, mais le silence avait changé. Ce n'était plus le silence lourd et oppressant de la solitude. C'était le bourdonnement propre et silencieux d'un centre de commandement. J'ai traversé les pièces, mais je ne voyais plus des souvenirs. Je voyais des actifs. La table de salle à manger en acajou que Robert et moi avions économisé pendant des années pour acheter n'était plus un symbole de dîner de famille. C'était une ligne dans une éventuelle vente de succession. Les tableaux sur les murs n'étaient plus des héritages. C'était du capital. Les liens émotionnels que j'avais avec cet endroit avaient été systématiquement coupés par de messages vocaux. La maison n'était plus ma maison. C'était simplement ma porte de sortie. J'ai dormi profondément cette nuit-là, un sommeil profond et sans rêve, pour la première fois depuis des années. À mon réveil, le soleil filtrait à travers la fenêtre de ma chambre, et je n'ai ressenti aucune once de ma mélancolie matinale habituelle. J'ai ressenti un regain d'énergie, un sentiment de détermination aussi revigorant que le café fort et noir que je me suis préparé. Je me suis dirigé vers le vieux bureau en chêne du bureau, le bureau de Robert, qui était resté inutilisé pendant 5 ans. J'ai essuyé une fine couche de poussière de sa surface, me suis assise dans la chaise en cuir et j'ai sorti un bloc-notes neuf. En haut de la page, j'ai écrit un seul mot, liberté. En dessous, j'ai commencé à faire une liste. Les 2 premiers points étaient avocat et agent immobilier. Les fantômes du passé étaient en train d'être expulsés. Brigitte, la stratège, avait emménagé. Mon premier appel fut à Arthur Dubois, mon avocat depuis 20 ans, un homme qui avait géré le testament de Robert avec une dignité tranquille. J'ai choisi mes mots avec soin,
gardant mon ton professionnel et direct. Je ne lui ai pas parlé de la trahison de mes enfants. Je l'ai simplement informé qu'après le récent cambriolage, je ne me sentais plus en sécurité dans la maison et envisageais de faire des changements de vie importants. Arthur, ai-je dit, la voix ferme, j'ai besoin de comprendre le moyen le plus efficace de liquider mes principaux actifs, y compris la maison, et de restructurer ma succession. Je souhaite créer une nouvelle fiducie privée, uniquement à mon nom. J'ai entendu sa surprise dans son silence. Marc et Chloé sont-ils au courant? A-t-il demandé prudemment. Ils sont conscients que j'envisage mes options? Ai-je répondu? Une déclaration qui était techniquement vraie. J'envisageais mes options, et je m'étais choisi moi-même. Le deuxième appel fut plus facile. J'ai recherché la meilleure agent immobilier du département, une femme nommée Sophie Martin, dont le visage souriait sur des panneaux d'affichage avec le slogan « Vendu ». Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix étant un tourbillon d'énergie joyeuse. J'ai adopté son ton professionnel. Madame Martin, je m'appelle Brigitte Dubois. Je suis propriétaire de la grande maison bourgeoise, ou grande maison, de la rue des Saules. J'ai besoin de la vendre. Je pouvais presque l'entendre calculer la commission dans sa tête. C'est une propriété magnifique, a-t-elle gazouillé. Vous cherchez à réduire la taille dans la région? Non, ai-je dit simplement. Je cherche une vente rapide et discrète. Après un cambriolage il y a quelques nuits, j'ai décidé qu'il était temps de changer. J'utilisais leurs mensonges, leurs récits de ma fragilité, comme moteur même de mon évasion. C'était une raison parfaitement élaborée, publiquement acceptable, qui cacherait mes véritables motivations au monde, et surtout, à eux. Cet après-midi-là, j'ai commencé à faire mes cartons. Mais je n'ai pas commencé par les essentiels. Je n'ai pas emballé de vêtements ou d'articles de toilette. Je suis allée au grenier et j'ai descendu une boîte poussiéreuse remplie de ma propre histoire, une histoire qui précédait mon mari et mes enfants. J'ai emballé les journaux intimes que je tenais quand j'étais jeune femme, pleins de poésie angoissée et de rêves de voyager autour du monde. J'ai emballé les photos de mes amis d'université, un groupe de filles sauvages et rieuses au seuil de l'âge adulte. J'ai emballé la vieille montre de poche de mon père et le foulard préféré de ma mère. Ce sont les objets qui appartenaient à Brigitte, pas à maman ou mamie. C'étaient les artefacts d'une vie dont j'avais presque oublié que je l'avais vécue. À chaque objet que j'enveloppais soigneusement dans du papier de soie, j'avais l'impression de récupérer un morceau de ma propre âme. Juste au moment où je fermais une boîte de vieux vinyles, mon téléphone a sonné. C'était Chloé. Sa voix n'avait rien de la chaleur d'une fille inquiète, seulement le ton superficiel de quelqu'un qui coche une case sur une liste. « Salut, maman, j'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. La police a trouvé quelque chose ?» a-t-elle demandé, une pointe d'impatience dans la voix. « Non, ma chérie, ils n'ont rien trouvé, ai-je dit, ma propre voix placide et calme. Mais tout va bien maintenant. La maison est sécurisée. Oh. D'accord, tant mieux, a-t-elle dit, et j'ai entendu le soulagement dans sa voix, le soulagement que la conversation soit terminée. Bon, il faut que j'y aille. Hugo a besoin d'aide pour ses devoirs. On se parle plus tard. La ligne a été coupée. Je suis restée là un instant, le téléphone à la main, et j'ai ressenti une vague de confirmation. Il n'y avait ni remords ni inquiétude persistante. J'avais été une tâche. Maintenant, j'étais une tâche accomplie. Sophie Martin, l'agent immobilier, devait venir le lendemain pour évaluer la maison et commencer son plan de marketing. Ce soir-là, j'ai parcouru le salon, mes yeux s'attardant sur les photos encadrées posées sur la cheminée. Marc et Chloé, enfants avec des dents de lait, en vacances en famille, à leur remise de diplômes universitaires. Pendant un instant, je m'attendais à ressentir une pointe de tristesse, une vague de nostalgie. Mais je n'ai rien ressenti. C'était comme regarder des photos de la famille de quelqu'un d'autre, de la vie de quelqu'un d'autre. On dit qu'on ne peut pas mettre de prix sur les souvenirs. Mais j'étais sur le point de découvrir exactement ce que valait cette maison pleine de souvenirs. Et je savais, avec une certitude ancrée au plus profond de mes os, que son prix était ma liberté. Sophie Martin était exactement comme ses panneaux d'affichage le promettaient, une force de la nature. Elle a fait irruption dans ma maison avec un portfolio en cuir, un sourire à 1000 watts et un air de compétence imparable. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais la veuve récente, légèrement secouée, qui ne pouvait simplement plus gérer une si grande maison toute seule. J'ai souligné les prétendues vulnérabilités de sécurité,
la porte arrière, la grande cour sombre, toutes choses qui ne m'avaient jamais dérangé auparavant mais servaient mon récit maintenant. Sophie hochait la tête avec sympathie, ses yeux balayant la pièce, ne voyant pas ma peur, mais voyant des moulures, des planchers en bois et un emplacement de choix. Elle voyait une commission rapide et lucrative, et moi je voyais une évasion rapide et propre. Nous étions des partenaires parfaits, même si elle ne comprenait que la moitié de la transaction. Nous nous sommes assises à la table de cuisine, la même table où j'avais enduré des décennies de visites éphémères de mes enfants. Sophie a déroulé un plan de marketing brillant plein de discussions sur la mise en scène, homestaging, les visites virtuelles et les campagnes agressives sur les réseaux sociaux. J'ai écouté patiemment, puis j'ai doucement repris le contrôle. Sophie, ai-je dit, la voix douce mais ferme. J'ai une condition. Il n'y aura pas de visite porte ouverte. Les visites se feront sur rendez-vous privé uniquement, pour les acheteurs préapprouvés financièrement. Le cambriolage m'a laissé très anxieuse à l'idée que des étrangers se promènent chez moi. Sophie, considérant cela comme une demande raisonnable d'une cliente traumatisée, a immédiatement accepté. En vérité, c'était une manœuvre stratégique. Cela minimisait les chances qu'un voisin curieux assiste à une porte ouverte et ne le signale immédiatement à Marc ou Chloé. Je gérais le flux d'informations, m'assurant que la bombe exploserait selon mes termes, selon mon calendrier. Nous avons convenu d'un prix juste en dessous de la valeur du marché pour encourager une vente rapide et décisive. Une fois que Sophie est partie, la grande purge a commencé. Je n'ai pas seulement fait des cartons. J'ai démoli la vie que mes enfants pensaient hériter. J'ai appelé une entreprise spécialisée dans les estimations pour vente, ou vente aux enchères vide-maison, et un gentil monsieur âgé nommé Monsieur Dubois, une coïncidence qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines, est venu estimer le contenu. Je l'ai guidé dans la maison, mon cœur battant d'un rythme régulier et calme. Ce service de salle à manger, ai-je dit, désignant la table en acajou poli où nous avions célébré d'innombrables anniversaires. La pendule grand-père dans le couloir. Le service à thé en argent. Ce sont des objets que Chloé avait déjà revendiqués dans des conversations informelles, assumant qu'ils étaient à elle. Voir l'évaluateur placer un petit autocollant numéroté sur chacun d'eux fut un acte profondément satisfaisant. Je ne préservais pas un héritage pour eux. Je le convertissais en carburant pour ma propre vie. C'étaient juste des objets, de lourdes ancres me liant à une rive que j'étais désespéré de quitter. À chaque autocollant, j'avais l'impression qu'une autre corde était coupée. Pendant que la vente était organisée, j'ai fortifié mes finances. C'était une chose de vendre la maison, mais c'en était une autre de faire disparaître les recettes de leur sphère d'influence. Je suis allé à la petite banque locale où Robert et moi étions clients depuis 50 ans. Le guichetier m'a salué par mon nom. J'ai ressenti une petite pointe de tristesse, non pas pour la banque, mais pour la vie de confiance et de communauté qu'elle représentait. J'ai fermé mes comptes, liquidé mes placements, ou livré, et déplacé jusqu'au dernier centime. Le directeur de la banque, inquiet, a essayé de m'en dissuader. J'ai simplement expliqué que je déménageais pour me rapprocher de ma famille, une autre déclaration techniquement vraie. Ma nouvelle famille serait le soleil et l'océan. Depuis un ordinateur public à la bibliothèque, ou médiathèque, j'avais ouvert un nouveau compte dans une grande banque nationale basée dans le sud, ou dans le sud de la France. Le virement fut la transaction la plus libératrice de ma vie. J'effaçais systématiquement Brigitte Dubois de banlieue parisienne, ou d'une région française. Cette nuit-là, entourée de cartons et des fantômes de mon passé, j'ai franchi l'étape la plus décisive de toutes. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage déterminé dans la pièce assombrie. J'ai contourné les sites d'actualité et ma messagerie, et je suis allé directement sur le site d'une compagnie aérienne. J'ai tapé ma ville de départ et ma destination, Nice, ou une autre ville côtière du sud-ouest. Pendant des années, j'avais rêvé de la Méditerranée, ou l'Atlantique si la destination était La Rochelle. Robert et moi avions prévu d'y prendre notre retraite, mais sa maladie avait changé nos plans. C'était un rêve que j'avais rangé, comme de vieilles photographies. Maintenant, je le sortais de sa boîte. J'ai sélectionné une date 2 jours après la date de clôture prévue de la vente de la maison. J'ai choisi un billet aller simple. En première classe. D'un dernier clic décisif, c'était fait. La page de confirmation s'est affichée, une preuve simple et numérique de ma renaissance imminente. J'ai imprimé le billet et l'ai glissé dans une copie d'un livre de mes années d'université,
Un livre sur une femme qui voyage seule à travers le monde. La vente de la maison s'est faite plus vite que Sophie Martin ne l'avait prédit. Un jeune médecin et sa femme, attendant leur premier enfant, en sont tombés amoureux. Ils l'ont vue non pas comme une vieille maison vide, mais comme un endroit pour bâtir leurs propres rêves, tout comme Robert et moi l'avions fait autrefois. Ils ont fait une offre au-dessus de notre prix demandé et ont renoncé à la plupart d'une inspection de la maison. C'était propre. C'était rapide. J'ai accepté leur offre sans une once d'hésitation. La signature était fixée. La date finale sur mon calendrier était entourée de rouge. Mon évasion n'était plus un plan. C'était un événement programmé. Tout au long de ce tourbillon d'activités clandestines, ma vie en surface est restée placidement normale. Marc a appelé un après-midi, la voix distraite comme toujours. Il avait besoin de savoir où je gardais les vieilles déclarations de revenus, ou documents d'impôt, de la maison, quelque chose pour son comptable. Je l'ai calmement dirigé vers le classeur du bureau, mon cœur ne manquant pas un battement. Je l'ai écouté parler d'une semaine stressante au travail, offrant les mêmes murmures maternels de sympathie que toujours. L'appel s'est terminé sans qu'il me demande une seule fois comment je me sentais après mon épreuve. Le décalage était stupéfiant. J'étais en train d'orchestrer le plus grand bouleversement de nos vies, et lui s'inquiétait d'une déduction fiscale. Il ne pouvait pas voir plus loin que le bout de son propre bilan. La veille de la dernière visite, ou état des lieux, j'ai regardé par ma fenêtre de devant. Un jeune homme du bureau de Sophie Martin plantait un nouveau panneau dans ma pelouse. C'était une longue bannière rouge qui s'étendait sur le dessus du panneau à vendre original. Il y avait un seul mot, audacieux et triomphant, imprimé dessus, vendu. C'était une déclaration à tout le quartier, un point de non-retour. Un voisin qui passait en voiture a ralenti, montrant le panneau à sa femme. Mon secret n'était plus contenu entre ces quatre murs. C'était désormais une proclamation publique sur un quart d'acre de pelouse entretenue. La mèche était allumée. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'explosion n'atteigne mes enfants. Il y a un pouvoir unique à connaître un secret qui est sur le point d'être révélé. Pendant 3 jours, j'ai vécu dans ce pouvoir. Le panneau vendu sur ma pelouse de devant était comme un phare, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un des navires de mes enfants ne s'écrase sur ces rochers. J'ai visualisé le moment avec une clarté saisissante. J'ai imaginé Marc, rentrant chez lui un vendredi après-midi après sa partie de golf, la capote de sa chaire décapotable baissée, se plaignant dans son oreillette Bluetooth d'un putt manqué. Il tournerait dans ma rue, un raccourci familier, et ses yeux se poseraient distraitement sur ma maison. Et puis il le verrait. Je pouvais presque sentir le choc physique que cela lui enverrait, la forte inspiration, la confusion se durcissant en rage indignée. J'attendais ce moment toute ma vie, semblait-il. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Il était juste après 4 heures le vendredi quand mon téléphone, posé silencieusement sur la table à côté de moi, s'est allumé avec le nom de Marc. Un petit sourire froid a effleuré mes lèvres. J'ai regardé le téléphone vibrer contre le bois poli, laissant l'appel sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Le silence qui a suivi a été bref. Une seconde plus tard, une notification de message texte est apparue. Les mots étaient exactement comme je les avais imaginés, dégoulinant d'un sentiment de droit et dépourvus de toute véritable préoccupation. Je viens de passer devant la maison. C'est quoi ce putain de panneau dans la cour? Appelle-moi maintenant. Il n'y avait pas de salut maman, j'espère que tu vas bien. Juste une exigence. Une accusation. Comme si j'étais une employée désobéissante qui avait violé la politique de l'entreprise. Avant même que je puisse reposer ma tasse de thé, le téléphone s'est rallumé. Cette fois, c'était Chloé. Marc, dans sa panique, avait manifestement appelé sa sœur immédiatement. Un front uni d'indignation. J'ai laissé son appel passer sur la messagerie également. Puis, le véritable barrage a commencé. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse, une rafale de messages de tous les deux, créant une transcription numérique de leur panique partagée. De Marc, elle ne répond pas. Puis, tu étais au courant? De Chloé, bien sûr que non. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis, directement à moi de Chloé, un chef-d'œuvre de préoccupation manipulatrice, maman, décroche. On se fait un sang d'encre pour toi. L'expression on se fait un sang d'encre était si ridiculement fausse, si transparentement une performance, que j'ai presque ri à haute voix. Ils ne se faisaient pas de sang d'encre. Ils étaient furieux.
J'ai décidé qu'il était temps d'écouter les messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture du premier de Chloé. Sa voix était aiguë, frénétique, une performance d'hystérie. Maman, Marc vient de me dire que tu vends la maison. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce cambriolage t'a rendue folle? Tu ne peux pas prendre une décision comme ça sans nous en parler. C'est notre maison de famille. À quoi pensais-tu? L'accent mis sur notre maison de famille était la révélation. Ce n'était jamais notre maison quand les tuyaux ont éclaté ou quand la pelouse avait besoin d'être tondue. Ce n'est devenu notre maison que lorsqu'elle a senti sa revendication menacée. Ensuite, j'ai écouté le message de Marc. Il n'y avait pas de fausse hystérie dans sa voix. Juste de la colère pure et non diluée. Maman, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Tu me rappelles. On a besoin d'en parler, immédiatement. C'était un ordre d'un homme qui venait de réaliser que son héritage était en train de s'envoler. Face à leur panique croissante, j'ai ressenti un profond sentiment de calme. C'était comme regarder une tempête faire rage derrière une épaisse fenêtre insonorisée. Leur chaos ne pouvait pas m'atteindre. Je me suis préparé une autre tasse de thé, ajoutant une tranche de citron. J'ai lu leurs messages frénétiques comme s'il s'agissait de données dans une étude scientifique, chacun confirmant mon hypothèse initiale. Leur peur n'était pas pour ma sécurité ou ma santé mentale. Leur peur était pour leur perte de contrôle. Pour la perte d'un bien. Ils m'avaient vu comme un élément tranquille et prévisible dans leur vie, la gardienne fiable de leur maison d'enfance. Cet élément venait de se révéler être un bâton de dynamite, et ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu. Je les ai laissés mijoter dans cette panique pendant 3 heures de plus. Mon silence était ma nouvelle arme. Dans le passé, je me serais précipité pour apaiser leurs sentiments, pour m'expliquer, pour gérer leurs émotions. Maintenant, je les laissais s'agiter, les forçant à affronter leur propre impuissance pour la première fois. Les messages sont devenus plus désespérés, un mélange de fausses inquiétudes et de menaces à peine voilées sur ma santé mentale. C'était tellement prévisible. Ils déroulaient le manuel du parfait manipulateur, et pour la première fois de ma vie, je ne lisais plus leur script. Alors que le soir commençait à tomber, projetant de longues ombres à travers mon salon presque vide, j'ai décidé que le moment était venu. Je leur avais donné assez de cordes pour se pendre avec leurs propres mots. J'ai pris mon téléphone, mes mouvements lents et délibérés. Je ne les ai pas appelés. Appeler aurait impliqué un dialogue entre égaux. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau message texte et j'ai ajouté Marc et Chloé comme destinataires. Mes doigts étaient fermes en tapant un court message simple, un message qui les dépouillait de tout leur drame fabriqué et me rendait tout le pouvoir. J'ai écrit « Je vais bien. Nous discuterons de cela demain matin. 10 heures. À la boulangerie du coin, rue principale. Pas à la maison. » J'ai fait une pause un instant, puis j'ai ajouté la dernière phrase, une affirmation claire et indéniable de ma nouvelle réalité. Ne soyez pas en retard. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été délivré. J'avais dicté l'heure. J'avais dicté le lieu neutre. J'avais fixé les conditions. La confrontation finale n'était plus quelque chose que je craignais. C'était un rendez-vous que j'avais pris, et pour la première fois, ce seraient eux qui viendraient à moi. Je suis arrivé à la boulangerie 10 minutes en avance. Je l'avais choisi pour sa neutralité. C'était un lieu de bavardage public agréable, de tasses qui s'entrechoquent et d'étrangers qui rient. Ce n'était pas un lieu pour élever la voix ou pour des scènes dramatiques et larmoyantes. C'était un lieu où mes enfants seraient obligés de se comporter. J'ai choisi une petite table dans un coin, une position qui me donnait une vue dégagée sur l'entrée mais aussi un mur dans mon dos. J'ai commandé un café noir et j'ai regardé la vapeur s'élever de la tasse, mes mains parfaitement stables. Je n'étais pas nerveuse. J'étais préparée. Pendant des décennies, j'avais assisté à leurs pièces de théâtre scolaire, à leurs récitals, à leurs cérémonies de remise de diplôme. Maintenant, ils allaient assister à la mienne. Et j'étais l'auteur, le metteur en scène et la star de cette dernière performance en un acte. Ils sont arrivés précisément à 10 heures, entrant ensemble par la porte, un front uni de préoccupations fabriquées. Ils semblaient fatigués et en colère, comme les gens le sont quand ils ont passé la nuit à élaborer une stratégie de combat qu'ils sentent déjà qu'ils perdent. Ils ont balayé la pièce du regard, et leurs yeux se sont posés sur moi. Ils se sont approchés de ma table avec une détermination sombre, leur visage un masque soigneusement construit de piété filiale. Chloé s'est assise la première, tendant la main sur la table pour poser la sienne sur la mienne. Elle était froide.
Maman, a-t-elle dit, la voix une octave trop haute, empreinte d'une fausse douceur. On s'est tellement inquiété. Pourquoi nous as-tu fait ça? On serait venu tout de suite. Marc s'est assis plus lourdement, se dispensant des amabilités. Arrêtons-nous là, Chloé, a-t-il dit, les yeux fixés sur moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Vendre la maison. Notre maison. Sans un seul mot? J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café, laissant sa question planer dans l'air, lui retirant son pouvoir accusateur voulu. J'ai reposé la tasse sur la soucoupe avec un léger cliquetis. J'ai regardé Marc, puis Chloé, et je les ai vus non pas comme mes enfants, mais comme deux adultes que je rencontrais pour la première fois. Je vends ma maison, ai-je dit, la voix basse, mais claire et dure comme de l'acier. Chaque personne aux tables voisines aurait pu m'entendre, pourtant mes mots étaient pour eux seuls. La maison pour laquelle votre père et moi avons travaillé pendant 30 ans pour l'acheter. La maison dont j'ai payé le crédit, ou les traites, avec mon salaire d'enseignante. La maison dont je m'occupe des tuyaux quand ils éclatent au milieu de la nuit. La maison où j'ai vécu, seule, pendant 5 ans. J'ai mis l'accent sur le mot ma avec une pression douce et inflexible. La couleur a fui le visage de Chloé, mais les souvenirs, a-t-elle balbutié, s'appuyant sur l'argument sentimental qu'elle devait avoir répété. C'est notre maison d'enfance. Notre patrimoine. Marc est intervenu, se penchant en avant. Il ne s'agit pas de toi, maman. Il s'agit de la famille. On ne démantèle pas l'histoire d'une famille sur un coup de tête. J'ai presque souri à son audace. Je l'ai laissé finir, puis je me suis penché en avant moi-même, mon regard inébranlable. Tu as raison, Marc. Il s'agit de la famille, ai-je dit, ma voix baissant, les forçant à se pencher pour m'entendre. Alors parlons de la famille. Parlons de mardi soir dernier. Quand mon alarme silencieuse s'est déclenchée. L'alarme dont vous saviez tous les deux qu'elle était réservée à une urgence mettant la vie en danger. Parlons du moment où vous pensiez tous les deux qu'un criminel violent était chez moi et que j'étais seule, terrifiée, et possiblement blessée. Je n'ai pas eu besoin de consulter des notes. Leurs mots étaient gravés dans ma mémoire, marqués au fer rouge sur mon cœur. J'ai regardé directement Chloé. Ta première réaction a été un soupir. Tu m'as dit, et je cite, c'est probablement encore une fausse alarme, tu sais comment tu es. Tu étais agacée, Chloé. Agacée que ma terreur potentielle soit une gêne pour toi qui mettais ton fils au lit. Chloé a tressailli comme si je l'avais giflé. Je me suis alors tournée vers Marc. Et toi, Marc? Ta réponse a été un chef-d'œuvre de délégation. Aucune émotion. Aucune panique. Juste un simple calcul logistique selon lequel tu étais trop loin pour t'en soucier. Tu as sous-traité ma sécurité à la police. Tu m'as dit de fermer mes portes à clé et de te dire comment ça s'était passé. J'ai récité leurs propres mots, non pas avec colère, mais avec la clarté froide et précise d'une greffière lisant un témoignage. Ils me fixaient, leur visage un mélange de choc et d'une honte naissante et horrifiée. Pour la première fois, il n'y avait aucune excuse qu'ils pouvaient offrir. Je leur avais présenté leurs propres reflets, et ils étaient laids. Vous voyez, ai-je continué, ma voix s'adoucissant en un ton de profonde, de totale finalité. Ce petit test, cette petite crise mise en scène, cela m'a donné la seule chose qui me manquait depuis des années, la vérité. La vérité que la famille dont vous parlez n'existe que lorsque vous avez besoin de quelque chose. La vérité que lorsque je suis dans un besoin réel, je suis complètement et absolument seule. Chloé a ouvert la bouche pour parler, les larmes montant aux yeux, la performance d'une victime prête à se lancer. J'ai simplement levé un seul doigt, et elle s'est tue. Il n'y a plus rien à discuter, ai dit, ma voix retrouvant sa force tranquille. La maison est vendue. Le produit de la vente est à moi. Je déménage dans un endroit où je serai appréciée, non pas comme une commodité, mais comme une personne. Ce n'est pas une négociation. C'est une notification. J'ai regardé le poids total de mes mots finalement arrivés, la réalisation qu'ils n'avaient aucun pouvoir ici, aucun droit de regard, aucun levier. Ils avaient joué leurs mains pendant des années, sans jamais réaliser que la partie allait être terminée. Je me suis levée de la table, mes mouvements fluides et calmes. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un billet de 10 € neuf, le posant sur la table pour couvrir mon café. C'était un geste de finalité, de clôture d'un compte. J'ai regardé mes deux enfants, mes enfants adultes, réussis et maintenant complètement sidérés,
qui me regardait comme si j'étais une étrangère. Et à ce moment-là, je l'étais. Je vous suggère de réfléchir à ce que vous allez faire maintenant, ai-je dit, la voix dépourvue de malice, ne contenant que le calme d'un ciel bleu clair après une tempête dévastatrice. Vous êtes, pour la première fois de votre vie, complètement seul. Et sur ce, je me suis retournée et je suis sortie de la boulangerie, les laissant assis dans les ruines d'une famille qu'ils avaient eux-mêmes démantelée, un acte d'indifférence occasionnelle à la fois. Partir de la boulangerie en laissant mes enfants derrière moi a été comme poser une valise dont je n'avais pas réalisé que je la portais depuis 40 ans. C'était un poids si familier, si constant, que son absence a été un choc. Je me suis sentie plus légère. Je n'ai pas conduit vers la maison vide, mais vers un petit parc surplombant la rivière, un endroit où Robert et moi allions souvent. Je me suis assise sur un banc, j'ai regardé l'eau couler et j'ai respiré. L'air semblait différent, plus pur. Je savais que le silence sur mon téléphone était temporaire. La confrontation n'était pas une fin pour eux. C'était le début d'une nouvelle phase frénétique. Mais pour moi, c'était une clôture tranquille et nette. J'avais dit ma vérité. Le reste n'était que des échos. Les échos ont commencé environ 1 heure plus tard, le choc initial s'était dissipé, et mes enfants s'étaient clairement regroupés et avaient décidé d'une nouvelle stratégie. Les demandes en colère avaient disparu, remplacées par un flot de supplications sirupeuses et désespérées. Chloé a envoyé une photo de mes petits-enfants, leur visage souriant et innocent, avec la légende « Ils manquent de leur mamie ». C'était une tentative maladroite et transparente de chantage émotionnel. Marc a envoyé un long message texte décousu expliquant qu'il était sous beaucoup de stress au travail et qu'il n'était pas lui-même dernièrement, se terminant par « Allons dîner, maman. On peut arranger ça. Je ferai mieux ». C'étaient des excuses nées non pas du remords, mais de la panique. Ils essayaient de trouver la bonne combinaison de mots pour déverrouiller le coffre-fort qu'ils venaient de découvrir était fermé. J'ai décidé de répondre à un dernier appel. C'était Chloé, et quand j'ai décroché, j'ai été accueillie par un torrent de sanglots théâtraux et bien répétés. Maman, a-t-elle pleuré, la voix étouffée par de fausses larmes. Je suis tellement, tellement désolée. J'ai été une fille terrible. Je ne me rendais pas compte de ce que tu ressentais. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous abandonne pas. J'ai écouté patiemment, sans l'interrompre. Quand sa performance s'est essoufflée, j'ai parlé, ma voix douce mais aussi inébranlable qu'une montagne. Chloé, ai-je dit, tes larmes sont pour la perte de ton filet de sécurité, pas pour le mal que tu m'as causé. J'ai entendu ta vraie voix sur cette messagerie vocale. C'est cette voix dont je me souviendrai. Il n'y a plus rien à arranger. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, ma main ferme. Il n'y avait ni colère, ni satisfaction. Juste un clic final et silencieux d'une porte qui se fermait pour la dernière fois. Quand les supplications ont échoué, la phase finale, la plus laide, a commencé, la manipulation teintée de rage. Marc a laissé une dernière messagerie vocale, sa voix basse et menaçante, la voix d'un homme dont l'autorité avait été contestée et s'était révélée insuffisante. Très bien, maman. Soit, a-t-il ricané. Mais n'oublie pas que tu ne rajeunis pas. Un jour tu tomberas, ou tu tomberas malade, et tu auras besoin de nous. Et quand tu appelleras, tu pourrais bien découvrir qu'on est trop occupé pour décrocher le téléphone. Tu verras si ça te plaît. C'était une tentative pathétique et de la dernière chance pour m'inspirer la peur, pour me rappeler mon âge et ma vulnérabilité potentielle. Mais cela a eu l'effet inverse. C'était l'ultime validation de ma décision. Il avait confirmé que ses soins étaient, et avaient toujours été, conditionnels. Il venait de me dire, dans les termes les plus clairs possibles, que j'avais fait la bonne chose. Et puis, la justice poétique que je n'avais pas prévue a commencé à se manifester. Je suis devenue une observatrice silencieuse des conséquences qu'ils avaient méritées. Ma cousine Caroline m'a appris que l'entreprise tant vantée de Marc s'était soudainement effondrée. Apparemment, il avait utilisé son futur héritage, la valeur de ma grande maison, comme une assurance tacite auprès de ses partenaires financiers. Quand la nouvelle de la vente de la maison s'est répandue et que sa mère avait, à toute fin utile, disparu avec les recettes, ses partenaires sont devenus nerveux. Le financement a été retiré. Il faisait face à une perte financière importante, résultat direct de son hypothèse arrogante selon laquelle le travail de toute ma vie était à lui de monnayer. Il avait construit un château de cartes sur une base de cupidité,
et un simple panneau vendu avait tout fait s'écrouler. Les conséquences de Chloé ont été plus discrètes, mais tout aussi poignantes. Elle et son mari avaient prévu une extension massive de leur maison, une nouvelle suite parentale et une cuisine équipée dont ils parlaient depuis des années. Ils attendaient le bon moment. Ce que je comprenais maintenant était un code pour attendre l'argent de maman. Cette perspective ayant disparu, l'extension de leur rêve a été reportée indéfiniment. Caroline a mentionné que Chloé se plaignait à tout le monde de la vie incroyablement chère, de la façon dont ils étaient coincés dans leur petite maison. Elle était obligée de vivre selon ses propres moyens, une réalité qu'elle trouvait profondément injuste. Ils m'avaient traité comme un service public, et maintenant que le service avait été déconnecté, ils étaient choqués par le montant de la facture. C'est une chose étrange, de voir des gens aux prises avec des conséquences qu'ils croient ne pas mériter, sans jamais comprendre comment leurs propres actions ont créé leur réalité. Il faut une certaine force pour briser un cycle, pour être celui qui dit enfin assez. Si mon histoire t'a donné un peu de force, ou t'a donné l'impression d'être vu aujourd'hui, j'espère que tu cliqueras sur ce bouton j'aime. Cela aide vraiment ces histoires à atteindre d'autres personnes qui pourraient être assises dans leur propre silence, attendant juste un signe que c'est acceptable de trouver enfin leur voix. Le jour de la signature, j'ai signé les documents finaux, ma signature un trait propre et décisif. La maison n'était plus la mienne. L'argent a été viré en toute sécurité sur mes nouveaux comptes. Le lendemain, l'entreprise de liquidation a vidé les meubles restants, laissant les pièces creuses et résonnantes, une coquille vide prête pour qu'une nouvelle famille la remplisse de nouveaux souvenirs. Je n'ai pas passé ma dernière nuit dans ma région dans cette maison. J'ai réservé une chambre dans un hôtel confortable près de l'aéroport. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai complètement éteint mon téléphone. Le silence n'était plus lourd. Il était absolu. C'était la paix. Le lendemain matin, j'ai traversé l'aéroport, tirant une seule petite valise derrière moi. Je me suis sentie légère, libérée. À la porte d'embarquement, j'ai remis mon billet en première classe, celui que j'avais acheté et payé moi-même, à l'agent souriante. Elle l'a scanné et m'a souhaité un bon vol. En montant sur la passerelle, laissant derrière moi le gris froid et familier de ma région, ou du nord, pour la promesse du soleil du sud, ou de la côte d'Azur, une pensée s'est installée en moi, aussi claire et lumineuse que le ciel devant moi. On dit que la maison est là où se trouve le cœur. Pendant 72 ans, j'ai cru que mon cœur vivait avec mes enfants, à l'abri dans leurs soins. En marchant dans ce couloir vers l'avion, j'ai réalisé qu'il m'attendait, depuis tout ce temps, dans un endroit que je n'avais pas encore vu. Au moment où je suis sortie de l'aéroport de Nice, l'air lui-même a semblé différent. Il était chaud, doux, et portait le parfum légèrement salin de l'océan. Cela a ressemblé à un soupir de soulagement. Après une vie entière à me préparer contre les vents mordants des hivers de ma région, la douce chaleur sur ma peau a semblé une bienvenue, une promesse. J'ai pris un taxi pour mon nouvel appartement, et pendant le trajet, j'ai regardé la ville se dérouler autour de moi. C'était un monde loin des couleurs familières et éteintes du centre de la France. Tout ici semblait plus lumineux, plus vibrant, comme si le monde entier avait été réglé sur une saturation plus élevée. Je n'étais pas seulement dans une nouvelle ville. J'avais l'impression d'être entrée dans une nouvelle réalité, une que j'avais choisie dans un catalogue de rêves. Ma nouvelle maison était un appartement avec 2 chambres dans un immeuble propre et moderne à quelques pâtés de maison de l'océan. Il était plus petit que mon ancienne maison, de moitié, mais il semblait infiniment plus grand. La pièce principale était à air ouverte, ou ouverte, avec un mur vitré donnant sur un large balcon, et la Méditerranée scintillait au loin. La lumière était incroyable. Elle se déversait dans chaque recoin, chassant toute possibilité d'ombre. Au cours des jours suivants, j'ai déballé. Les meubles que j'avais achetés étaient simples, confortables et de couleur claire et gaie. Il n'y avait pas de bois sombre et lourd, pas de fouillis, pas de fantômes. La première boîte que j'ai ouverte était celle remplie de ma propre histoire. J'ai placé la montre de poche de mon père sur ma nouvelle table de chevet et mes vieux journaux intimes sur une étagère. Je n'étais pas seulement en train de meubler un appartement. J'étais en train de sélectionner un espace qui était un pur reflet de moi, Brigitte. Ma nouvelle vie a rapidement trouvé un rythme, et c'était un rythme dicté par le soleil et les marées. Chaque matin, je me réveillais, enfilais une paire de sandales confortables et marchais les 3 pâtés de maison jusqu'à la plage. J'enlevais mes chaussures au bord du sable et marchais pendant 1 heure, les vagues fraîches du matin balayant mes pieds.
L'océan est devenu ma confidente. Son rugissement constant et puissant semblait absorber toutes les vieilles blessures, tous les échos persistants de ma vie passée, et les emporter au large. C'était un baptême, un nettoyage quotidien de l'ancien, faisant place au nouveau. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite, et pourtant aussi connectée à quelque chose d'aussi vaste et puissant. La solitude qui avait été ma compagne constante pendant des années n'était tout simplement pas de taille face à l'immensité de l'océan. Pour occuper mes après-midi, je me suis inscrite à un cours de poterie dans un centre artistique local. J'avais toujours voulu travailler l'argile, créer quelque chose de mes propres mains. La sensation de l'argile fraîche et humide tournant sur le tour était méditative. Cela exigeait une concentration qui ne laissait aucune place aux pensées errantes du passé. C'est ici, les mains couvertes d'argile et le front plissé de concentration, que j'ai commencé à bâtir ma nouvelle communauté. J'ai rencontré une femme nommée Sylvie, une graphiste à la retraite avec un sens de l'humour cinglant et un rire qui pouvait remplir une pièce. Nous nous sommes liés d'amitié autour de nos premières tentatives bancales de faire un bol, et bientôt notre cours hebdomadaire s'est transformé en un rendez-vous café hebdomadaire. Lentement, soigneusement, j'ai commencé à tisser un nouveau tissu social pour moi-même. Par l'intermédiaire de Sylvie, j'ai rejoint un club de lecture, un groupe bruyant de femmes intelligentes et drôles qui débattaient passionnément de littérature et de vie. J'ai commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine à la médiathèque locale, aidant des adultes à apprendre à lire. Mon agenda, autrefois un vaste désert vide d'attente des appels de mes enfants, était maintenant rempli d'activités que j'avais choisies, avec des gens qui appréciaient sincèrement ma compagnie. Ils ne me connaissaient pas comme une mère ou une grand-mère. Ils me connaissaient simplement comme Brigitte. Ils s'intéressaient à mes opinions, ils riaient de mes histoires, et ils ne me faisaient jamais, jamais sentir comme une gêne. Un soir, j'ai organisé un petit dîner pour Sylvie et 2 autres femmes du club de lecture. Nous nous sommes assises sur mon balcon, mangeant de la nourriture d'un endroit local que nous aimions toutes, buvant du vin et parlant pendant des heures. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des teintes flamboyantes d'orange et de rose, une vague de joie pure et non altérée m'a envahie. J'étais assise sur mon propre balcon, dans ma propre maison, entourée de nouvelles amies, leurs visages brillants dans la lumière du crépuscule. Nous rions, un rire profond et sincère qui venait de l'âme. À ce moment-là, j'ai réalisé que le silence dans ma vie avait vraiment disparu, remplacé non pas par le bruit de l'obligation ou le statique de l'indifférence, mais par le son chaleureux et riche d'une connexion authentique. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Marc ou Chloé depuis des jours. Quand ils traversaient mon esprit, c'était sans le pincement familier de douleur ou de colère. Ils étaient comme des personnages dans un livre que j'avais lu il y a longtemps. J'espérais, d'une manière distante et détachée, qu'ils allaient bien, qu'ils trouveraient leur propre chemin. Mais leur chemin n'était plus entrelacé avec le mien. J'avais enfin, vraiment, lâché prise. La paix qui accompagnait cette réalisation était le plus grand cadeau que je m'étais jamais fait. Plus tard cette nuit-là, après le départ de mes amis, je suis restée seule sur le balcon, regardant le chemin argenté de la lune chatoyant sur l'eau sombre. L'air était frais et sentait le sel et le jasmine nocturne. J'ai pensé à la femme qui était assise en frissonnant dans un placard sombre dans ma région, une femme qui se sentait si invisible qu'elle avait dû orchestrer une crise juste pour prouver qu'elle existait. Elle se sentait comme une personne différente maintenant, un personnage d'une triste histoire que j'avais lue autrefois. Je me suis retrouvée à me demander ce qu'elle avait appris, ce que j'avais appris, sur le long et douloureux chemin de cette obscurité vers cette incroyable et paisible lumière. Cette femme qui était assise en frissonnant dans un placard sombre. Je peux la voir si clairement maintenant. Je vois sa peur, son désespoir, et la terrible et brillante folie de son plan. Je n'éprouve pas de honte pour elle. J'éprouve un profond sentiment de compassion. Je comprends maintenant que son plan, aussi extrême fût-il, n'était pas un acte d'agression. C'était le dernier acte désespéré d'une femme essayant de se faire opérer le cœur elle-même. La maladie était le l'empoison de l'indifférence, le cancer d'être considérée comme acquise. Et le seul instrument chirurgical qui lui restait était une crise, un choc assez violent pour couper à travers des décennies de déni et révéler la vérité de la maladie. C'était une procédure terrible et dangereuse, mais l'alternative était de laisser simplement le poison suivre son cours, de disparaître lentement dans le décor de ma propre vie jusqu'à ce que je disparaisse complètement.
La plus grande leçon que j'ai apprise est l'une des plus difficiles à accepter. Vous devez voir les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaitez qu'ils soient. Pendant 40 ans, j'avais cultivé un récit magnifique et réconfortant de ma famille. Dans cette histoire, mes enfants étaient aimants et dévoués, simplement distraits par les pressions compréhensibles de la vie moderne. J'étais la maîtresse des excuses, l'architecte des justifications. Pendant 40 ans, j'avais cru ce récit, j'avais cultivé un magnifique et réconfortant récit de ma famille. Dans cette histoire, mes enfants étaient aimants et dévoués, simplement distraits par les pressions compréhensibles de la vie moderne. J'étais la maîtresse des excuses, l'architecte des justifications. Chaque appel manqué avait une raison, chaque acte d'égoïsme avait une circonstance atténuante. Mon amour pour eux était un filtre puissant qui adoucissait les aspérités de la réalité. Le cambriolage mis en scène n'a pas changé qui étaient mes enfants. Il a simplement brisé mon filtre. Il m'a forcé à voir la vérité brute, non éditée, qui était devant moi depuis le début. Leur réaction n'était pas une anomalie. C'était la distillation la plus pure de leur véritable caractère. J'ai aussi appris la vaste différence entre l'amour et l'obligation. J'avais donné mon amour librement, inconditionnellement. C'était une ressource illimitée. Ils, à leur tour, me remboursaient avec la petite monnaie de l'obligation. Leur amour était un impôt qu'ils payaient à contre-cœur, un devoir qu'ils accomplissaient en soupirant. Ils sentaient qu'ils devaient appeler, qu'ils devaient visiter, et ce sentiment de devoir s'était depuis longtemps aigri en ressentiment, faisant de moi le symbole involontaire de leur fardeau. La dynamique était insoutenable. C'était une vérité que j'avais refusé de voir parce que l'alternative était trop douloureuse. L'alternative était d'admettre que l'amour inconditionnel que je ressentais n'était pas rendu. La crise que j'ai créée n'a pas détruit notre famille. Elle a simplement exposé la vérité que la famille en laquelle je croyais avait cessé d'exister il y a longtemps. Mais peut-être que la leçon la plus importante ne les concernait pas du tout. Elle me concernait. Pendant la majeure partie de ma vie, mon identité a été définie par mes relations. J'étais la femme de Robert. J'étais la mère de Marc et Chloé. Quand Robert est décédé et que mes enfants se sont éloignés, les piliers de mon identité se sont effondrés, et je ne savais pas qui restait dans les décombres. Je me sentais invisible parce que, sans leur reflet, j'avais oublié comment me voir moi-même. Le voyage de ce placard sombre dans ma région à ce balcon baigné de soleil dans le sud a été un voyage de retour vers Brigitte. J'ai dû apprendre à être ma propre pourvoyeuse, ma propre protectrice, et, plus important encore, ma propre source de validation. J'ai dû apprendre que ma valeur n'était pas mesurée par le besoin que mes enfants avaient de moi, mais par ma propre capacité de résilience, de joie et de courage. Certains pourraient demander si je leur ai pardonné. J'ai réalisé que le pardon n'est pas le bon mot. Le pardon implique qu'il y a une relation à réparer, une dette à absoudre. J'ai dépassé cela. Ce que je ressens maintenant, c'est un sentiment de libération. Je les ai libérés de l'attente impossible qu'ils soient quelque chose qu'ils ne sont pas. Et je me suis libérée de l'espoir douloureux qu'ils changent un jour. J'accepte qui ils sont, et j'accepte que leur place dans ma vie soit dans un passé lointain. Je leur souhaite la paix, sincèrement. Mais je les aimerai de loin, d'un endroit si éloigné que leur indifférence ne pourra jamais, jamais plus me toucher. C'est une paix plus honnête et profonde que n'importe quelle réconciliation creuse n'aurait pu offrir. Je lui parle parfois dans mon esprit, à cette femme dans le placard. Je la remercie pour son courage. J'honore sa douleur. Je lui parle de la chaleur du soleil et du bruit de l'océan. Je lui dis que son pari fou et désespéré a rapporté de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque moment heureux que je vis maintenant, chaque nouvelle amitié, chaque magnifique coucher de soleil, a été acheté avec ses larmes et sa terreur cette nuit unique et transformatrice. Elle a choisi de traverser le feu, et grâce à elle, je vis maintenant dans la lumière. Elle n'a pas seulement sauvé ma vie. Elle m'en a donné une entièrement nouvelle. Le voyage m'a appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner. Cela m'a appris que poser une limite n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de profond respect de soi. C'est la déclaration que vous ne participerez plus à une dynamique qui vous diminue. Vous n'accepterez plus un amour qui ressemble à un fardeau. Vous ne vous rendrez plus petite pour accommoder le confort des autres. Vous vous lèverez, même si vos jambes tremblent, et vous vous choisirez vous-même. Le silence que je craignais autrefois, le silence lourd et plein d'attente d'une maison vide dans ma région, est quelque chose que je chéris maintenant. Mais c'est un silence différent.
Ce n'est pas le silence d'être oublié ou ignoré. C'est le silence riche et paisible d'une âme qui est enfin, complètement, à l'aise. C'est un calme si profond, si plein de contentement, qu'il ne peut être appelé que par un seul nom, victoire. Il y a un rire qui vient du plus profond de votre âme. C'est un son dont je ne pensais pas me souvenir comment le faire. Mais ici, sur cette plage, avec ces femmes qui sont devenues ma famille choisie, cela vient aussi facilement que respirer. Nous rions d'un jeu de mots terrible que Sylvie avait fait, une chose stupide et ridicule, mais à ce moment-là, c'était la chose la plus drôle du monde. Tandis que le son de mon propre rire joyeux atteignait mes oreilles, j'ai eu une fugitive, une légère mémoire, moi, assise seule à mon immense table de salle à manger dans ma région, le silence de la maison si lourd qu'il semblait un poids physique, mon oreille attentive au son d'un téléphone qui sonnait rarement. Le contraste entre cette femme et la femme que je suis maintenant, avec du sable entre les orteils et des larmes de joie aux yeux, est si vaste qu'il me coupe le souffle. Cette femme solitaire dans ma région croyait que la famille était une forteresse dans laquelle on essaie. Cette femme, celle assise sur la plage, en sait plus. Elle sait que la famille est un jardin que l'on choisit d'entretenir. C'est l'ami qui vous apporte de la soupe quand vous avez un rhume. C'est le voisin qui vous aide à porter vos courses. Ce sont ces femmes, ici même, qui écoutent mes histoires, qui valorisent mes pensées, et qui sont là, encore et encore, avec des cœurs ouverts et aucune autre intention que la compagnie partagée. La famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect. Ce n'est pas une obligation, mais un privilège. La forteresse que je croyais avoir perdue était, en fait, une prison dont je me suis finalement échappée. Ce jardin que j'entretiens maintenant est infiniment plus beau. Nous nous sommes assises et avons regardé le soleil descendre sous l'horizon, laissant une dernière traînée brillante de couleurs dans le ciel. Dans ce crépuscule parfait et paisible, personne ne parlait. Nous partagions simplement la beauté du moment. Et j'ai pensé à l'avenir, non pas avec l'anxiété d'une vieille femme comptant ses jours restants, mais avec l'excitation d'une jeune femme regardant une carte vierge. Je veux voir l'Italie. Je veux apprendre à peindre à l'aquarelle, pas seulement travailler l'argile. Je veux continuer à aider les gens à la médiathèque, à voir la lumière s'allumer dans leurs yeux quand ils lisent leur première phrase complète. Ma vie n'a pas pris fin quand j'ai quitté ma région. Elle a enfin commencé. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. Je le vois maintenant. La vengeance est un feu ardent qui vous consume. Ce que j'ai choisi était une rupture froide et nette. C'était l'acte silencieux et digne de fermer une porte sur une pièce devenue froide et vide, et de marcher dans un couloir vers une pièce remplie de lumière et de chaleur. Le triomphe ultime n'était pas dans leur perte, mais dans mon gain. Je n'ai pas gagné en les regardant tomber. J'ai gagné en apprenant à me tenir debout seule. J'ai gagné en redécouvrant la femme que j'étais toujours censée être, celle qui était enfouie sous des décennies de devoirs et de déceptions tranquilles. J'ai choisi de raconter cette histoire, de mettre à nu mes moments les plus vulnérables, parce que je sais de chaque fibre de mon être que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y en a d'autres là-bas, assis dans leur maison silencieuse, se sentant invisibles, croyant que leur valeur n'est liée qu'à ce qu'ils peuvent donner aux autres. C'est à vous que je parle maintenant. Si mon parcours a touché votre cœur aujourd'hui, si cela vous a fait vous sentir ne serait-ce qu'un peu moins seul, donner un like à cette vidéo est une belle façon d'envoyer un signal de compréhension. C'est un signe de tête silencieux entre nous, une reconnaissance que vous étiez ici avec moi. Pour aider ces histoires de force et de renaissance à atteindre encore plus de personnes qui pourraient avoir besoin de les entendre, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement est tellement plus qu'un nombre. C'est une voix rejoignant notre cœur, le rendant plus fort et plus bruyant. Et je serai immensément honorée de savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. S'il vous plaît, prenez un moment pour écrire dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous écoutez. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que personne n'ait jamais à se sentir invisible dans sa propre vie. Bâtissons ce jardin ensemble, une histoire, un like, et une voix à la fois.